L'erreur numéro 1 de la pèlerine débutante, c'est de charger trop son sac à dos. La première fois que je suis partie, j'ai pris un sac de 12 kilos. Quand je suis arrivée au bout de 40 jours à Compostelle, j'avais plus un sac que de 5 kilos. Tu reconnais la marcheuse expérimentée au fait qu'elle ne prend que ce dont elle a vraiment besoin. Et si cela pouvait servir aussi dans la vraie vie, ça. Dans cet épisode, je te partage mon expérience du chemin de Compostelle et ce qu'il m'a appris sur l'importance de prendre l'essentiel, car le surplus, c'est toi qui le portes sur ton dos tout au long du chemin. Ça t'intéresse ? À tout de suite. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Plus de vie, un podcast par des femmes pour des femmes. Plus de vie, c'est une thématique par mois, déclinée à travers des interviews, des partages, des réflexions et des méditations. Et c'est pour toi, femme qui cherche à être toujours plus vivante et incarnée. Buen camino! Dans l'épisode précédent, je rencontrais Nathalie Cariou qui parlait d'intelligence financière, notamment le fait d'ajuster ses dépenses et ses entrées. Sur le chemin de Compostelle, tu apprends à réduire tes besoins pour ne pas te surcharger. Si tu ne veux rater aucun épisode, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, je te partage l'histoire d'un lieu inspirant. Je voulais te parler d'un lieu qui m'est cher, un lieu singulier qui est pas un lieu, mais plusieurs lieux à la fois, puisque c'est le chemin de Compostelle, comme on dit souvent. Or, quand on regarde une carte vers Compostelle, vers Santiago de Compostela, on a plein de chemins qui convergent vers Compostelle, qui viennent de toute l'Europe. Donc, il y a plusieurs chemins. Ça a été ma première découverte, une de mes premières découvertes quand j'ai marché sur le chemin de Compostelle la première fois en 2019, juin 2019. Et donc, pourquoi te parler de ce lieu ? Parce que voilà, c'est assez étonnant, ces chemins qui sont empruntés depuis des siècles et des siècles, puisque c'est très ancien. Ça s'est plutôt développé au Moyen-Âge suite à la prise de Jérusalem par les musulmans. Les pèlerins ne pouvaient plus aller de manière sécure jusqu'à Jérusalem. Du coup, il y a eu on s'est dit, à défaut d'aller voir la tombe de Jésus et les lieux sur lesquels Jésus a vécu en Palestine, on pourrait aller sur la tombe d'un de ses apôtres, à savoir l'apôtre Jacques, qui est enterré à Santiago de Compostela. Donc c'est une tombe d'apôtre en fait qu'on va visiter. Et je me souviens d'une réaction d'une pèlerine qui n'est pas spécialement croyante et qui a l'habitude de marcher, parce qu'elle, pour le coup, elle fait de la randonnée aussi bien en marchant, et elle fait aussi des périples en vélo avec vraiment backpack et vraiment dans la nature. Et donc pour elle, elle dit mais pourquoi est-ce que les gens marchent sur ces endroits qui sont parfois pas agréables, parce que parfois on marche sur de la route en longeant des nationales, c'est pas toujours glamour les chemins de Compostelle. Et en fait, elle me dit mais pourquoi ? Elle me posait cette question un peu tout au long du chemin, jusqu'à ce qu'elle arrive à Santiago. Quand on arrive devant la cathédrale, c'est une étape importante. Tu as marché pendant 10 jours et des jours, et là enfin tu arrives, et là tu es à cette cathédrale qui est magnifique, à Compostelle. Et là, j'ai vu cette même pèlerine pleurer, en fait, très touchée. Je suis émue en vous le racontant aussi, en disant « Ok, je comprends. Je comprends pourquoi les gens font tant de chemin, reviennent marcher sur ce chemin. » Et du reste, elle y est retournée depuis que nous nous sommes rencontrés en juin, c'était l'année dernière, en 2022. Donc, c'est pour dire que c'est un lieu marquant. Et cette fois-ci, justement, j'ai pu avoir l'opportunité de rester 2-3 jours à Saint-Jacques, ce qui est aussi agréable de goûter ce lieu au-delà du chemin, on va dire, quand on arrive sur place. Donc de découvrir cet endroit assez particulier, où il y a des rites aussi spéciaux comme l'énorme encensoir qui est
voilà, vous pouvez avoir peur de vous le prendre dans la figure parce qu'il fait à peu près 100 kilos et qui encense toute la cathédrale. Bon, la tradition qui explique la raison de cet encensoir énorme, c'était que les pèlerins qui, avant, n'avaient pas forcément tous les moyens d'aujourd'hui pour l'hygiène, ça sentait pas bon et donc on mettait un gros coup de gros encensoirs pour que ça sente bon dans la cathédrale. Mais sinon, au-delà de ça, c'est des beaux rites avec une très belle église et sur lequel on peut aussi aller sur le toit. Moi, j'étais jamais montée sur le toit d'une cathédrale, mais c'est possible de s'inscrire à une visite spéciale où tu marches sur le toit parce que le toit est en pierre. Et donc, tu as une vue sur toute cette belle ville, tout le centre en tout cas, et les collines alentours. Et puis, tu as aussi toute la possibilité de déguster plein de très bons plats dans tous les nombreux restaurants qui existent en arrivant. Et donc, c'est aussi la joie de l'arrivée quand on arrive à Compostelle. Alors, tu vas me dire, quel lien avec l'intelligence financière, hein? Je t'entends dire, mais de quoi? Enfin, c'est intéressant, mais de quoi? Pourquoi elle parle de ça? Bon, promis, je t'en parle bientôt. Je continue un peu avec aussi le sens du chemin, même si je vais être brève sur la question. Un des soirs, lors de mon premier pèlerinage, nous avons partagé pourquoi nous faisions le chemin. Alors généralement, il y a un peu deux raisons. Il y a un peu la version officielle, on va dire, et la version plus intérieure. Et comme ce partage-là, avec ce groupe-là, était après plusieurs jours de marche, on se connaissait, on avait commencé à créer de l'intimité. On peut marcher entre 6 à 8 heures par jour, donc ça crée du lien, hein. On n'est pas sur des relations superficielles. Et par exemple, pour vous donner des exemples de motifs, il y avait un pèlerin qui était parti le jour de sa retraite de chez lui à Nancy, et donc très, très sympa, qui était très engagé, qui avait été directeur d'établissement pour des personnes ayant un handicap, et il voulait avoir ce temps pour lui, après s'être énormément donné, pour fonder un peu ce nouveau temps qu'il vivait de la retraite. Il y avait une mère et sa fille qui avaient perdu leur fils, frère, d'une overdose, donc des Américaines. Un jeune Brésilien qui voulait changer de carrière. Il était avocat, il marchait bien, mais ça manquait de sens pour lui, donc il voulait réfléchir, prendre un temps pour lui. Il n'avait pas encore rencontré quelqu'un aussi, c'est quelque chose qu'il désirait. Donc voilà, c'est un temps pour lui, pour réfléchir aussi. Moi, personnellement, c'est vrai que j'avais envie de faire le point après 8 mois de prise de distance et que je préférais le faire comme ça en marchant plutôt que en étant en retraite dans un monastère, quoi. Donc voilà, c'est pour vous donner de différents exemples. Moi, un des témoignages qui m'avait beaucoup touchée, c'est justement aussi sur ce pèlerinage du Camino del Norte, donc un des pèlerinages que j'ai fait. Il y avait 2 pèlerines qui avaient décidé de le faire parce qu'elles avaient perdu une de leurs amies. Elles étaient à peu près dans la cinquantaine toutes les 3, qui étaient, elles, 3 croyantes et qui rêvaient de faire le chemin de Compostelle. Et ces 2 amies n'étaient pas, pas spécialement éduquées dans la foi ou pratiquantes ou croyantes, mais en l'honneur de leur amie, elles avaient décidé de faire ce chemin ensemble. Et on avait vécu un temps très, très beau, parce que beaucoup d'églises sont fermées, donc on a une fois, quand on prenait un petit déj, il y avait une église un peu plus importante qui était ouverte. Et souvent, oui, quand les églises étaient ouvertes, parfois on avait aussi la mauvaise surprise de voir qu'on ne pouvait pas allumer une bougie, mais mettre juste une espèce de lumignon en électrique, là, qui sont très moches. Et donc ça, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle voulait vraiment allumer une bougie. Et donc, une fois, on a trouvé une église ouverte avec des bougies, avec la possibilité d'allumer une bougie. Et on a vécu un temps très beau ensemble, où j'ai chanté aussi Amazing Grace avec elle. Et donc, c'était un beau temps de partage sur cette personne, cette amie qui était partie. Donc voilà, c'est des temps aussi de rencontres un peu particuliers. On va aller à l'essentiel aussi dans la rencontre. Et donc, je voulais aussi vous partager ça avant de vous parler d'intelligence financière en lien avec le chemin. Voilà. Donc, j'arrive au point de l'intelligence financière. Je voulais partir de... En fait, quand on regarde un budget, il y a les dépenses et les revenus. Donc, on a 2 moyens d'agir. Soit on augmente ses revenus,
soit on réduit, les dépenses ou les besoins. Donc Compostelle, ça va être un super moyen pour cette deuxième partie, on va dire. Apprendre à vivre de peu, à réduire au maximum ses besoins, aller à l'essentiel. Donc c'est une manière pour moi, le chemin d'incarner, ce que d'aucuns appellent la sobriété heureuse, hein. Donc on n'a pas tous, même sur le chemin est coûteux, hein, ça coûte environ 50 € par jour si on tire sur les coups, en Espagne, je ne parle pas de la France. Mais même sur le chemin, on n'a pas les mêmes moyens, hein, et pas les mêmes besoins, voilà. Je me souviens d'une tablée, où on était, une quinzaine, je pense, et l'un à côté de l'autre. On avait un étudiant, canadien, complètement fauché, qui généralement ne commandait pas, attendait que ses collègues américains qui finissaient pas leur assiette, disent qu'ils avaient fini, et comme ça finissaient leur assiette. Donc voilà, on avait, d'un côté vraiment celui qui avait payé son billet d'avion, mais après le reste, il allait essayer de viser les donativos, c'est-à-dire les lieux d'hébergement où tu donnes ce que tu peux donner, et donc parfois, pas grand-chose ou rien. Et puis voilà, d'essayer de récupérer comme ça à manger parce qu'il n'avait pas d'argent. Et de l'autre côté, on avait, le cadre sup, de chez L'Oréal qui bossait à New York, qui parlait beaucoup de sa femme. Alors une fois, je l'avais interrogée, je dis: «Mais tu parles beaucoup d'elle, pourquoi est-ce qu'elle fait pas le chemin avec toi?» Et elle a dit: «Oh non, non, c'est pas son style, pas du tout le même mood que moi». Parce que lui, bon, il portait son sac, parce qu'il y a des moyens, hein, sur le chemin de ne pas porter son sac, on peut le faire transporter par la poste, locale. Lui, il portait son sac, il faisait toutes les étapes à pied et tout ça, il prenait pas le taxi ou d'autres choses, hein, il avait 55 ans, je pense. Et en fait, finalement, il me dit: «Non, non, ma femme, elle vient après, elle me rejoint après à Porto», et là, il me montre les photos du petit château, qu'il avait loué, pour être avec sa femme après. Donc on a cette mixité sociale avec des besoins qui peuvent être différents, et lui, de fait, au début, il a commencé à dormir dans les auberges classiques, et puis il a fini par, prendre soit des chambres d'hôtes, soit des chambres d'hôtel pour être tout seul, parce qu'il dit: «Moi, je suis pas capable de pas dormir». Enfin, il avait eu l'habitude d'un certain niveau de vie, quoi. Donc mais sur le chemin, en tout cas, quelles que soient nos habitudes, on va dire, hein, qu'on soit l'habitude qu'on ait l'habitude d'un certain niveau de vie, ou pas, heu, les besoins, enfin, on va aller chercher les besoins essentiels, c'est-à-dire où est-ce que je vais dormir? Où est-ce que je vais manger? Voilà, c'est vraiment basique, hein. Où est-ce que je peux trouver de l'eau aussi? Parce que quand il fait chaud, c'est c'est précieux. Donc on va rechercher cet essentiel, et même s'il peut y avoir une différence, hein, selon les besoins des personnes et les budgets des personnes, c'est quand même l'essentiel qu'on va chercher. Et si tu as déjà marché, que ce soit en randonnée classique ou sur le chemin de Compostelle, tu as dû apprendre, à tes dépens peut-être, la première fois ou les premières fois, combien le poids du sac est important. Et je reviens à ça pour l'essentiel, parce que ça va être ça qui va être un peu un critère, qui va être sérieusement un critère même, par rapport à de quoi j'ai besoin. Généralement, on estime qu'il faut à peu près, avoir un sac qui fait 10 de ton poids. Alors après, voilà, j'ai une amie militaire qui est capable de porter beaucoup plus, mais il y a aussi une question d'entraînement, on va dire, de force physique. Mais en gros, pour être à l'aise, pour porter comme ça pendant 6-8 heures quelque chose de lourd, en théorie, il faut que ce soit 10 de ton poids. Donc et on part généralement avec beaucoup trop, hein. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir, bon, bah, comment on se rassure finalement en mettant plein de choses dans son sac. Le sac est bien une image aussi de ce dont on croit avoir besoin quand ce n'est pas forcément le cas. On a peur de manquer, on peut avoir peur de manquer. Et or, on marche sur des endroits, enfin dans des endroits qui sont habituellement civilisés. Il y a des chemins qui sont plus déserts, hein, ça existe. Mais en gros, on marche quand même en Espagne. On a tous des guides, et donc on sait s'il va y avoir une pharmacie, un truc ou un bidule, ou un restaurant à tel endroit pour pouvoir soit se soigner, soit se nourrir, soit dormir après pour les hôtels ou les auberges. Mais en gros, donc on peut se trouver ce dont on aura besoin de manière exceptionnelle sur le chemin.
Moi, ça m'est arrivé que mes sandales me lâchent. Je venais de commencer. Bon, bah, j'ai cherché et j'ai trouvé l'équivalent du Décathlon local pour me racheter une paire de sandales qui fonctionnent. Donc, même des choses un peu plus spécialisées, on les trouve. Hein, voilà. Mais, voilà, on va aller chercher à se rassurer en ayant trop de choses. Moi, la première fois que je suis partie, hein, je suis partie avec un sac de 12 kilos. Voilà. Et je ne fais pas 12 fois 10, 120 kilos, donc c'était beaucoup trop. Je pense qu'à l'époque, j'en faisais 60. Donc j'étais à beaucoup, beaucoup trop de kilos. À la fin, en arrivant à Compostelle, alors c'était en été, il faisait très chaud, donc j'ai pu renvoyer, y compris des affaires chaudes, parce que j'en avais pas besoin, il faisait très chaud. J'ai fini à 5 kilos, quoi. Donc c'est pour dire que on a la perception au départ, quand on fait son sac et qu'on le porte 2 secondes, le sac, pour voir si ça va, et quand tu vis la chose, de marcher avec ton sac tous les jours et te dire, mais même, je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça. Quand on était, donc le premier chemin que j'ai fait, c'était le Camino Frances, et donc on était une dizaine à la fin, à généralement réserver même une chambre commune. C'est-à-dire que dans une auberge, on allait se dire, bah, on est 10, et donc on réserve une chambre commune on réserve une chambre commune pour être ensemble, et on allait acheter pour se rendre service mutuellement des petits déjeuners. Donc on prenait, voilà, quelqu'un allait prendre des petites brioches, je sais pas quoi, parce que généralement on partait tôt, on partait vers 4h30 du matin parce qu'il faisait très chaud, c'était la canicule, et donc il n'y avait pas forcément de trucs ouverts, donc ça nous permettait d'avoir quelque chose à manger, ou des crêpes ou je sais pas quoi. Et au bout d'un moment, il y en a une qui a dit stop, c'est pas possible, on peut pas. Moi, j'ai un sac trop lourd, j'ai trop de petits déjeuners, donc on arrête pendant plusieurs jours de prendre des petits déjeuners. Donc de fait, on a fait l'inventaire de nos sacs et vérifié de quoi nous avions besoin, et dire bon, bah, pendant 4 jours, on n'achète pas de petits déjeuners parce qu'on en a suffisamment, parce que sinon on les porte et c'est débile, quoi. Donc c'est un exemple concret de voir, mais même là, ce que je vais acheter, c'est-à-dire que le réflexe, tu vas dans un magasin, de quoi ai-je besoin pour aujourd'hui, hein, pas pour demain, parce que demain, sauf si dimanche, voilà, parce qu'en Espagne, souvent les magasins sont fermés le dimanche, mais sauf si ça va être fermé le lendemain et que donc il faut s'avancer, mais généralement on achète vraiment pour ce qui est tout de suite, pas pour plus, quoi. Donc c'est une manière. Avant, on était payé à ce qu'on appelait, voilà, comme on appelait ceux qui travaillaient jour par jour, les journaliers, ils étaient payés à la journée. Et là, on est un petit peu dans cette logique-là de aujourd'hui, de quoi j'ai besoin. Si j'achète 10 clémentines, et ben ça va être beaucoup trop. Donc voilà, prendre le minimum dont j'ai besoin pour aujourd'hui et éventuellement pour demain, mais pas plus, parce que je vais le porter. Si je prends trop pour m'avancer, eh bien c'est moi qui vais en payer les frais. Donc ça, c'est une manière, et je suis assez contente. Alors j'ai aussi, l'expérience s'est prolongée autrement, parce que j'ai travaillé pour une ONG internationale après. Et donc, je voyageais énormément. Et donc, maintenant, mais je vois que le faire un sac à la Compostelle m'a énormément servi, parce que maintenant, je sais très bien faire une valise pour, voilà, 2-3 jours. Je suis partie un mois au Canada et aux États-Unis l'année dernière. Et ben, j'ai tenu avec un sac à dos et une valise, quoi, parce que alors que j'avais un mariage, j'avais, voilà, des travaux de représentation où il fallait que je sois aussi bien habillée, mais pas comme pour un mariage. Donc je suis devenue un peu experte pour faire des sacs de tout genre. Et là, je suis partie au mois de juin l'année dernière, de chez moi jusqu'au Mont-Saint-Michel en vélo, qui était aussi un rêve. Et j'avais jamais fait de pèlerinage en vélo, mais le fait, là encore, d'avoir l'expérience du chemin de Compostelle, alors c'était 3 jours, hein, c'était pas 15 jours, mais 3-4 jours,
Mais du coup, j'ai fait parfaitement rempli parfaitement mes 2 sacoches, sans en mettre, j'avais rien de trop, j'avais juste ce qu'il fallait, et ça, c'est le kiff parce que tu sais que tu portes pas plus que parce que c'est pareil en vélo, la Suisse normande n'est pas du tout, plate. Donc c'était cool d'avoir un sac qui soit parfaitement, ajusté. Donc ça peut être, voilà, transposable, hein, de quoi j'ai vraiment besoin, y compris quand je fais des courses. C'est conseillé, hein, de faire une liste avant de partir en course. Je me souviens que quelqu'un disait aussi ne pas faire ses courses quand tu as faim. Fais tes courses après avoir pris un repas plutôt qu'avant. Pour justement acheter ce dont tu as vraiment besoin et pas ce dont le publicitaire te fait faire on va dire, miroiter d'acheter telle ou telle chose parce que bien sûr que tu en as besoin. Bah non, en fait, c'est pas du tout bien sûr que tu en as besoin. Donc, avoir cette attention à l'essentiel, avoir cette attention à ce dont j'ai vraiment besoin et pas ce que l'autre voudrait me vendre. 3 petits éléments supplémentaires. Partager. Donc, sur le chemin, on est plusieurs, donc il y a possibilité plutôt que de faire sa cuisine tout seul, toute seule, de proposer de partager un repas. Et donc, l'un apporte ceci, l'autre cela. Et du coup, on finit avec un repas plus varié et riche. Et en plus, nous avons la joie du partage, de l'échange autour du repas, de rencontrer de nouvelles personnes et tout ça. Donc, ne pas hésiter à voir aussi comment dans ta vie tu peux aussi apporter cette dimension de partage. Je parlais de sobriété heureuse, il y a aussi d'accueillir aussi ce qui est sur le chemin. Je me souviens au Portugal, quand je marchais en février 2021, un homme revenait de son jardin, il avait des seaux pleins de clémentines de son jardin et il m'a dit: «Mais vous êtes une pèlerine?» Enfin tout ça en portugais, hein. Oui, oui, et donc il m'a donné, alors il m'en a donné 4 ou 5. Moi je pouvais pas en prendre plus parce que j'avais plus de poche ni de place dans mon sac, mais c'était super gentil de recevoir comme ça des clémentines de son jardin parce que j'étais pèlerine et donc il était content de me le partager. Selon la saison, sur le Camino de Frances, il y a aussi pas mal de fruitiers qui ont été plantés là, en tout cas en Espagne, pour les pèlerins. Donc il y avait, je me souviens, des pommiers, des pruniers. Quand j'étais au mois de juin, alors il y avait des fois des Américains qui prenaient les pommes alors qu'elles étaient vertes et qu'il fallait attendre le mois de septembre, mais bon, je tentais de leur expliquer qu'il fallait plutôt attendre que ça mûrisse. Et par contre, voilà, il y avait beaucoup de prunes. On a trouvé des amandes aussi parfois. Donc c'est accueillir aussi ce qui est sur le chemin. Et parfois, oui, aussi des surprises qui vont pas forcément être dans la sobriété, mais il y a un viticulteur, je crois que c'est dans la plaine du Rioja, qui met en fait, qui a 2 fontaines, une fontaine d'eau et une fontaine de vin pour les pèlerins. Et donc là, ça peut être moins sobre, hein, mais bon, en gros, on passe à cet endroit-là, c'est juste après une étape vers 6 ou 8 heures du matin. Euh, c'est pas conseillé quand tu marches sous la chaleur de boire des quantités, mais c'est sympathique. Voilà, tu peux avoir des surprises aussi. Petite anecdote croustillante sur celle-là. Le soir, nous parlions tous forcément de cette fontaine que nous avions croisée le matin. Et il y a une étape belge, une pèlerine belge qui disait: «Non, mais vous blaguez et tout ça.» Et donc, elle ne croyait pas. Et en fait, elle était passée à côté de la fontaine sans la voir, sans s'arrêter. Et elle était assez dégoûtée. Donc, on lui a montré des photos. Elle a dit: «Mais c'est pas vrai, pourquoi vous ne me l'aviez pas dit?» Pour nous, c'était évident que tout le monde savait que le lendemain, il y avait cette étape. Mais voilà, donc ça peut être des occasions de rire aussi. Autre point, même s'il y a une sobriété, savoir écouter ses besoins, c'est important. Je parlais de cet Américain qui a l'habitude d'un certain confort et qui a fini par lâcher les auberges communes pour se prendre des chambres d'hôtes ou des chambres d'hôtel pour être seul dans sa chambre parce qu'il n'arrivait pas à dormir quand il y avait des ronfleurs. Moi, je me souviens d'une étape, sans avoir les moyens de faire ça tous les jours, mais d'une étape où on n'avait pas du tout dormi à cause justement
la roncador magistral, donc un espagnol qui ronflait, mais comme je n'ai jamais entendu quelqu'un ronfler, c'est très très impressionnant. Donc lui a très très bien dormi, hein, et par contre nous beaucoup moins. Et donc le lendemain avec Anna, on s'est pris une chambre à deux, à deux lits, et donc on a dormi dans une chambre où on savait qu'on aurait du silence pour une nuit pour récupérer, parce que quand tu marches 6 ou 8 heures par jour, c'est pareil, le sommeil c'est important, donc voilà, l'essentiel oui, mais justement l'essentiel ça peut être parfois de prendre soin de soi quand on en a besoin pour pouvoir tenir la course au long cours. Voilà. Bah, écoute, j'espère que cet épisode t'aura apporté sur revenir à cet essentiel. Et je te souhaite d'écouter aussi les autres épisodes si tu le souhaites pour en découvrir plus sur l'intelligence financière, la liberté financière, avec des fois des trucs et astuces comme cette fois-ci. Voilà. Buen camino à toi et à la prochaine. Épisode, tu as pu entendre comment l'expérience de marcher sur le chemin de Compostelle permet de voir comment réduire tes besoins et être attentive à tes besoins essentiels. En écoutant cet épisode, peut-être as-tu pensé à quelqu'un, partage-lui. Dans les notes d'épisode, tu trouveras des liens vers le défi liberté de Nathalie Cariou. Dans le prochain épisode, nous serons 3 à partager les bienfaits de notre groupe de mastermind, c'est-à-dire de femmes entrepreneurs qui se réunissent toutes les semaines pour avancer ensemble. D'ici là, buen camino!